Tu peux très bien avoir un paquet de Doritos devant toi et te dire que ce n'est que un snack. Sauf qu'en réalité, c'est une chaîne de décision industrielle. Quel maïs on utilise? Comment on le transforme en pâte? Combien de temps il passe dans l'huile? Quelle humidité reste à l'intérieur? Et comment on fait pour que cette poudre orange tienne comme si elle était collée à vie? Et le meilleur, c'est que même si le résultat paraît simple, le process est une chorégraphie extrêmement précise. On va voir, étape par étape, comment on fabrique les Doritos, du grain jusqu'au sachet gonflé, qui sonne comme un tambour quand tu le presses. Numéro 1. Sélection du maïs et réception à l'usine. Tout commence avec du maïs. Pas n'importe lequel, mais un maïs pensé pour être transformé en farine ou en pâte avec un comportement stable. Grain propre, humidité contrôlée, sans dégâts. À l'usine, le maïs arrive en camion et passe des contrôles de base. On prélève un échantillon, on mesure l'humidité, on vérifie l'absence d'impuretés et on repère les grains cassés ou les corps étrangers. Ensuite, il est stocké dans des silos, comme des garde-manger géants, pour garder le grain dans des conditions constantes avant la transformation. Numéro 2. Nettoyage et préparation du grain. Avant de devenir une chips, le maïs est nettoyé à fond. On utilise des tamis, des flux d'air et des séparateurs magnétiques pour retirer la poussière, les petits cailloux, les débris végétaux et toute particule métallique. C'est la partie la moins spectaculaire, mais elle est cruciale. Une ligne peut déplacer des tonnes par jour, et si quelque chose d'anormal entre dans le système, l'anormal se multiplie à vitesse industrielle. Numéro 3. Transformer le maïs en pâte. Ici, il y a généralement deux chemins, selon l'usine et la ligne. Travailler avec de la farine de maïs déjà prête, ou fabriquer la pâte à partir du grain. Pour des chips type tortilla, on cherche une pâte très spécifique, avec une bonne cohésion et une structure qui donne du croustillant sans casser comme du verre. Concrètement, l'objectif est d'obtenir une pâte de maïs hydratée et homogène. On la mélange avec de l'eau dans des proportions contrôlées et on ajuste la texture. Ni trop sèche, sinon elle ne formerait pas bien la feuille, ni trop humide, sinon elle se déformerait au découpage et à la friture. On pétrit, puis on laisse stabiliser un moment pour que l'eau soit absorbée de façon uniforme. Selon la recette, on peut aussi ajouter de petites quantités de sel ou d'ingrédients fonctionnels. Numéro 4. Former une feuille et découper les triangles. Là, on donne la forme. La pâte passe entre des rouleaux qui l'aplatissent et la transforment en une feuille continue, comme un tapis de maïs sans fin. L'épaisseur est déterminante. Trop épais, la chips sort dure et lourde. Trop fin, elle se casse et supporte mal l'assaisonnement et le transport. Cette feuille passe ensuite dans un système de découpe qui sort des triangles à grande vitesse. Les chutes ne sont généralement pas perdues. Elles sont réintroduites dans le process ou gérées pour limiter les pertes, parce qu'en production de masse, chaque pourcentage compte. Numéro 5, pré-cuisson ou traitement thermique. Avant de passer dans l'huile, la chips doit commencer à fixer sa structure. Certaines lignes font passer la feuille ou les triangles par une courte étape de chaleur, un passage rapide au four ou une cuisson brève qui réduit une partie de l'humidité de surface et prépare l'amidon du maïs pour la suite. Ça améliore la texture finale et ça aide, pendant la friture, à obtenir ce qu'on cherche, un léger gonflement, des microbules internes et un croustillant net. Numéro 6. Friture contrôlée, là où le croustillant est conçu. La friture, c'est le cœur du process. Et ce n'est pas juste plongé dans l'huile. Les triangles entrent dans un bain d'huile chaude, souvent autour de 170 à 190 degrés, pendant un temps court mais parfaitement réglé. En quelques secondes, deux choses se passent. L'eau s'évapore violemment et crée des micro-cavités, et l'huile occupe une partie de l'espace que l'eau a laissé. Cette combinaison, c'est littéralement la texture. Pour que la chips soit stable, l'humidité finale doit être très basse, autour de 1 à 2%. Trop loin, la chips se fragilise et fonce. Pas assez, elle reste flexible avec une sensation un peu caoutchouteuse. Donc, on contrôle la température, mais surtout le temps exact de passage, seconde par seconde. Certaines lignes utilisent des convoyeurs à l'intérieur de la friteuse pour maintenir les chips immergées et avançant à vitesse constante, comme un tapis roulant dans une piscine d'huile. On contrôle aussi la couleur cible. Le doré n'est pas seulement esthétique, c'est un indicateur de réaction chimique. À l'extérieur, il y a des réactions de brunissement qui donnent des notes grillées, mais si ça va trop loin, on obtient de l'amertume.
D'où les capteurs, les caméras ou les contrôles par prélèvement, qui comparent la teinte à un standard. Numéro 7. Égouttage et refroidissement, le moment où la structure se stabilise. À la sortie de la friteuse, les chips passent sur des zones d'égouttage et de vibration pour enlever l'excès d'huile en surface. Ce n'est pas seulement pour éviter que ça graisse, c'est aussi pour que l'assaisonnement adhère de façon uniforme ensuite. Trop d'huile libre et la poudre fait des paquets, pas assez et elle tient mal. Ensuite vient le refroidissement contrôlé. Ça ressemble à une simple pause, mais c'est là que la chips termine de se stabiliser. À chaud, elle continue de libérer de la vapeur interne et sa structure est plus fragile. Si tu passes direct à l'assaisonnement ou à l'emballage sans assez refroidir, tu peux créer de la condensation, des zones plus molles, voire des sachets avec une humidité résiduelle qui, avec le temps, tue le croustillant. À ce stade, on fait aussi des mesures rapides d'humidité et de texture. Dans beaucoup d'usines, les objectifs sont très serrés parce qu'une différence de 0,5% d'humidité sur un snack croustillant, ça se sent beaucoup plus qu'on ne le croit. Numéro 8. L'assaisonnement et pourquoi la poudre tient si bien. C'est ici que Doritos devient Doritos. Les chips entrent dans de gros tambours rotatifs, comme des lave-linges industriels, et on leur applique d'abord un film très fin d'huile, souvent en spray. C'est une étape clé. Ça agit comme un adhésif et comme un support pour transporter le goût. Le secret, c'est que ça doit être une brume uniforme, pas une couche épaisse. Ensuite vient l'assaisonnement. Mélange de sel, d'épices, d'acidité pour donner du relief, d'arômes et pour les goûts fromage, des ingrédients laitiers en poudre. Mais l'important n'est pas seulement la recette, c'est l'ingénierie de la poudre. Pour qu'elle s'écoule bien, ne fasse pas de paquets et se répartisse de manière régulière, on contrôle la taille des particules, l'humidité de la poudre et l'utilisation d'anti-agglomérants. Si la poudre absorbe l'humidité ambiante, elle devient une sorte de ciment et elle se répartit mal. Dans le tambour, la vitesse de rotation et l'inclinaison déterminent la façon dont les chips roulent. Si elles roulent trop, elles cassent. Pas assez, elles ne se couvrent pas. Donc on règle le temps de rotation et le moment exact où la poudre est ajoutée pour maximiser la couverture sans les broyer. Et il y a un détail intéressant. Souvent, le goût que tu perçois en premier n'est pas celui qui est le plus concentré, c'est celui qui est le mieux réparti sur la surface. Numéro 9. Contrôle qualité, parce qu'un mauvais lot peut ruiner 100 bons. Avant l'emballage, les contrôles sont constants. On vérifie la couleur, la taille, le taux de casse et la quantité d'assaisonnement. On contrôle aussi la texture et on détecte les corps étrangers avec des systèmes automatiques. Numéro 10. Emballage et le fameux truc de l'air. C'est le moment du sachet. Le matériau d'emballage n'est pas un plastique quelconque. C'est un film multicouche conçu pour bloquer l'oxygène, la lumière et l'humidité, parce que ces trois éléments sont les ennemis du croustillant et du goût. Les chips entrent dans une machine qui forme le sachet, le remplit et le scelle à très grande vitesse. Et le détail que tout le monde remarque, l'air à l'intérieur n'est pas de l'air normal. Pour beaucoup de snacks, on utilise un gaz inerte, souvent de l'azote, pour remplacer l'oxygène. Pourquoi ? Parce que l'oxygène accélère l'oxydation des huiles, ce qui crée le goût rance avec le temps. L'azote aide donc à conserver, et il sert aussi d'amortisseur pour éviter que les triangles ne se cassent pendant le transport. Donc oui, une partie de l'espace vide est là pour protéger le produit, pas seulement pour donner l'impression que le sachet est plus grand. Numéro 11, scellage, codage et distribution. Une fois le sachet fermé, on fait un scellage thermique pour garantir l'étanchéité. On imprime le lot, la date et les infos de traçabilité. Ensuite, c'est mis en carton, palettisé, puis envoyé vers les entrepôts et les supermarchés. À ce stade, le travail n'est plus de cuire, c'est de garder stable, une température correcte, une rotation des stocks et un transport assez doux pour que les triangles arrivent entiers. Au final, ce qui ressemble à un snack simple, c'est un mélange d'agriculture, de contrôle thermique, de chimie alimentaire et de logistique très réglée. Maïs, eau, huile et poudre, mais exécuté avec précision. Si tu ne dois retenir qu'une idée, c'est celle-ci. Le croustillant et le goût ne sont pas un hasard, ils sont conçus. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, mets un like et dis-moi en commentaire quel autre snack ou plat industriel tu veux qu'on décortique étape par étape dans la prochaine vidéo.